Bonjour, bienvenue sur mon blog e-génieclimatique.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui traite de la fiche européenne des brûleurs. C'est un article assez long qui dure une cinquantaine de minutes. Bon visionnage. BG03, brûleur gaz 03, compréhension de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel, 2 allures, progressif, modulant, AGP et base du dépannage. Dans l'article précédent, j'ai traité des informations qu'il était nécessaire d'avoir sur la chaudière avant de commencer à faire les pré-réglages du brûleur gaz, et nous avons vu les pré-réglages du brûleur gaz. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre les interactions qu'il y a entre la chaudière et le coffret de sécurité du brûleur, et les interactions qu'il y a entre le coffret de sécurité du brûleur et son servomoteur. Nous allons commencer par voir la fiche ou la prise européenne des brûleurs gaz et fuel, son schéma électrique, et nous allons voir son utilité dans le dépannage du brûleur pour poser un diagnostic de panne. Donc voilà la prise européenne des brûleurs gaz et fuel, donc le schéma électrique de base. Donc là on a cette fameuse prise. Ici on a l'Aqasta de sécurité, ici on a l'Aqasta limiteur, ici on a l'Aqasta de régulation. Donc je rentrerai dans le détail plus tard. Donc la table des matières. Donc j'ai prévu 5 chapitres. Donc 1, grand 1, la prise européenne des brûleurs gaz et fuel. 1.1, présentation du schéma électrique de câblage de base de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel. 1.2, à quoi sert la prise européenne du brûleur. 2, le contrôle commande de la chaudière sur le brûleur. 2.1, les Aquasta. 2.2, l'Aqasta limiteur. 2.3, l'Aqasta de régulation. 2.4, l'Aqasta de sécurité. 2.5, la sécurité positive. 2.6, les autres fonctions de la prise européenne du brûleur. En sous-catégorie 2.6.1, la borne S3. 2.6.2, la borne B4. 2.6.3, la borne B5. 2.7, des schémas électriques d'un brûleur pour illustrer mes propos. 2.7.1, schéma électrique d'un brûleur gaz, une allure. 2.7.2, schéma électrique de brûleur gaz, 2 allures, progressive ou modulant. Grand 3, le dépannage du brûleur avec la prise européenne. 3.1, le contrôle de la polarité phase neutre et le contrôle notaire. 3.1.1, le contrôle de polarité phase neutre. 3.1.2, le contrôle notaire. 3.2, T1 et T2. 3.3, T6, T7 et T8. Grand 4, différence de câblage entre un brûleur modulant et un brûleur 2 allures sur la prise européenne. Grand 5, la conclusion. Donc 0 avertissement. Donc ce document n'est qu'une un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes. Gardez toujours ça en tête. Donc si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse, donc forum du blog e-génieclimatique.com. Donc si vous cliquez dessus, vous accédez directement au lien du topic dans le forum. Voilà, donc après le lien du blog, le lien du forum et les podcasts. Bon, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je le mets en MP3, justement pour pouvoir les écouter ultérieurement pendant mon temps de transport quand je vais au boulot. Grand 1, la prise européenne des brûleurs gaz et fuel. 1.1, présentation du schéma électrique de câblage de base de la fiche européenne des brûleurs gaz et fuel. Donc voici le schéma électrique de base de la fiche européenne pour les brûleurs fuel et gaz. Pour un brûleur 2 allures, une électrovanne première allure et une électrovanne deuxième allure. Pour un brûleur progressif 2 allures ou brûleur progressif modulant. Donc ce sont des brûleurs à clapet. Pour un brûleur air-gaz proportionnel. Note, lorsque le brûleur fonctionne avec un régulateur PID, brûleur modulant, ou AGP, il y a un changement sur la prise T6 et 7 et 8 que nous verrons plus loin. Donc voilà
Donc voilà le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure et que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc ici on a le disjoncteur d'alimentation de la chaudière ou du coffret de sécurité. Donc on a la phase qui est ici, qui passe d'abord dans l'aquastat de sécurité. Donc c'est un aquastat armement manuel. Dans l'exemple j'ai mis 105 degrés. Donc TSH ça veut dire température seuil très haut. Bon, HH c'est height en anglais, c'est OO. Donc c'est des lettres qu'on trouve dans des schémas d'instrumentation. Donc là on a un contact NC qui va en L1. Donc le contact NC est fermé. Si la température de consigne de 105 degrés est atteinte, le contact s'ouvre et l'alimentation L1 est coupée. Cette alimentation alimente le coffret de sécurité. Le contact NO donc bascule et allume le voyant de défaut température, souvent appelé défaut surchauffe. Donc après on a T1, donc T1 ça sort du coffret de sécurité. Donc on a T1, donc c'est un du coffret de sécurité. Donc ça c'est le coffret de sécurité lorsque par exemple le minière est correct. En principe le T1 il est alimenté. Donc là d'ailleurs il y a une erreur, le contact il n'est pas dans le bon sens. Il devrait être plutôt la tête en bas. Donc ça c'est l'aquastat limiteur. Le câble violet c'est le retour. Donc lorsque l'aquastat limiteur est en demande, j'ai un retour en T2 qui va direction vers le brûleur gaz. Donc là en principe de T2 ça va au mini gaz, après le manostat mini gaz et après on va sur la borne du coffret de sécurité qui lance le démarrage. Donc après on a le S3 qui est le voyant défaut du coffret de sécurité. Quand le coffret de sécurité se met en défaut, et ben, il y a un retour sur S3 qui allume un voyant. Après B4 c'est un retour aussi qui va attaquer un compteur horaire par exemple dans ce cas-là, compteur horaire de fonctionnement total du brûleur. Après on a la deuxième prise. Donc B5 c'est le compteur horaire de la deuxième allure. T6 donc c'est une alimentation qui part donc du coffret de sécurité vers l'aquastat de régulation qui a un contact NOEC, un contact inverseur. Donc T8 le NC est fermé, donc quand la température de consigne n'est pas atteinte, dans ce cas-là 60 degrés, et bien le contact est fermé, j'ai un retour en T8 qui donne l'ordre au coffret de sécurité d'ouvrir le servomoteur du brûleur pour augmenter la puissance pour un modulant ou activer la deuxième allure pour un 2 allures. Et le NO qui est ouvert, lorsque la consigne est atteinte, les deux contacts basculent. On a un retour en T7 qui va vers le coffret de sécurité et qui indique au brûleur de passer en petite allure, soit en première allure pour un 2 allures ou en petite flamme pour un modulant. Donc voilà la présentation dans les grandes lignes de ce schéma de câblage classique qui est la prise européenne des brûleurs. Donc 1-2. À quoi sert la prise européenne d'une brûleur? En Europe, pratiquement chaque pays a des modèles de prise différentes. Si vous achetez un appareil électrique en France, vous ne pourrez pas le brancher en Allemagne parce que le modèle de prise est différent. Pour harmoniser tout ça, les brûleurs et donc les chaudières ont une prise standardisée, la prise européenne. Donc un brûleur de n'importe quel pays appartenant à l'Europe pourra aller sur n'importe quelle chaudière européenne à partir du moment où le couple chaudière-brûleur est respecté. Donc voir l'article BG02, les pré-réglages du brûleur gaz. Le brûleur à la prise mâle, la chaudière à la prise femelle. C'est la chaudière qui fournit l'alimentation électrique qui est de 230 volts, alternatif, au coffret de sécurité qui se trouve sur le brûleur. Donc voilà comment souvent sont représentées les prises européennes dans les documentations des brûleurs. Donc on voit L1, la phase est à droite, terre, neutre, T1, qui est une alimentation qui vient du coffret de sécurité, T2 qui est le retour vers l'aquastat limiteur, donc S3 la signalisation de défaut du coffret de sécurité, B4 le compteur horaire de fonctionnement d'allure totale, B5 le compteur horaire de la deuxième allure, donc dans ce cas-là ils ne sont pas branchés, T6 qui est un retour du coffret de sécurité, on voit l'aquastat limiteur, donc le NC va en T8, T8 c'est demande de la grande allure,
T7 demande de la petite allure. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Donc ça c'est une prise européenne de... Donc la prise européenne est composée en deux parties, hein. Une partie avec l'aquasta limiteur et la deuxième partie qui est celle-là, qui est l'aquasta de régulation. On voit bien le repérage sur le petit cache en plastique que j'ai enlevé de la prise. B5, T6, T7, T8. Et là on voit les bornes de raccordement des fils électriques. Donc là on voit une photo d'un brûleur gaz. On remarque que donc ici c'est la première partie de la prise européenne avec de l'aquasta limiteur. Et ici c'est la seconde partie de la prise européenne. On voit qu'on peut la débrancher ici. Celle aussi on peut la débrancher. Ça c'est l'aquasta de régulation. Et là on voit sur le côté qu'il y a d'autres prises. Donc ça on va le voir après. J'ai fait un zoom. Donc voilà le zoom. Donc toujours la prise européenne qui est ici. Ici c'est le contrôle de l'aquasta limiteur. Ici c'est le contrôle de l'aquasta de régulation. Et ici on a deux prises distinctes. Donc ici on voit un fil marron, un fil bleu. Et ici on voit un fil bleu, un fil violet. Donc là, rien qu'en regardant cette image là, la logique voudrait que cette prise là, ça soit la prise qui va directement au multibloc gaz. Et celui-là, là, comme j'ai un retour, parce que souvent la couleur violette, les couleurs hors marron et noir, souvent ce sont des retours. Bon, pas tout le temps, hein. Donc là, ça serait plutôt le mini gaz R qui est branché sur le multibloc gaz. Donc pour récapituler, la prise européenne c'est ça. Cette partie-là, cette prise qui se débranche, c'est contrôle l'aquasta limiteur. Cette partie-là qui se débranche aussi contrôle l'aquasta de régulation. Cette partie-là, c'est la prise qui permet de raccorder le multibloc gaz au brûleur. Et cette partie-là, c'est la prise qui permet de contrôler le manostat mini gaz au brûleur. Donc là, une petite photo qui montre quoi? Donc qui montre un petit coffret de sécurité Riello, un petit brûleur 2 allures. Mais là on remarque, donc là c'est toujours, hein, ça va bouger, hein, là c'est un autre brûleur, hein. Là on remarque que c'est donc toujours. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Donc la prise européenne qui est ici, puis ici c'est la partie prise pour le multibloc gaz et le mini gaz, manostat mini gaz. Donc ici c'est la prise européenne, tout ça. Donc ici c'est toujours l'aquasta limiteur, ici c'est l'aquasta de régulation. Et là on remarque que sur l'aquasta de régulation il n'y a que deux fils. Donc déjà rien qu'en voyant ça on peut en déduire que, sauf s'il y a une erreur de câblage ou de câble, que ce brûleur là est un brûleur 2 allures. Parce que comme je vais l'expliquer plus loin, on a besoin de T8 pour passer le brûleur en deuxième allure en puissance maximum. Mais lorsqu'on est sur un brûleur qui fait que 2 allures, souvent le T7 n'est pas raccordé parce que lorsque le T8 n'est plus en demande, obligatoirement, suivant comment est conçu le cerveau moteur, il revient automatiquement en petite allure. Cette prise est le lien entre l'interface du contrôle-commande de la chaudière sur le brûleur. Je m'explique. Le but du brûleur, c'est de fournir une quantité d'énergie au fluide caloporteur, c'est-à-dire l'eau qui circule dans la chaudière, le circuit primaire. Cette quantité d'énergie apportée par le brûleur doit être contrôlée sous peine de faire cracher les soupapes de sécurité de la chaudière, voire de la détruire. Quand est-ce que la chaudière sait qu'il faut arrêter le brûleur? C'est simple, quand la température de la boucle primaire a atteint la température de consigne de l'aquasta limiteur ou du thermostat d'applique. Grand 2, le contrôle-commande de la chaudière sur le brûleur. 2.1 Les aquastas. La chaudière de moyenne puissance supérieure à 70 kW a 3 capteurs pour contrôler son brûleur qui sont l'aquasta de sécurité à réarmement manuel qui est placé sur la ligne L1, l'aquasta limiteur qui est placé entre T1 et T2, l'aquasta de régulation qui est placé entre T6, T7, T8. Un aquasta est un appareil qui permet de détecter un seuil de température, la consigne, de l'eau qui circule dans la chaudière, à la différence d'un thermostat qui permet de détecter un seuil de température mais dans l'air.
Donc on remarque, un aquastat se met dans un doigt de gant, l'élément sensible du capteur se retrouve ainsi au milieu du tuyau. Un aquastat réagira plus vite qu'un thermostat d'applique. Lorsque l'on met un aquastat dans un doigt de gant, il faut y mettre de l'huile avant pour chasser l'air, car l'air est un très mauvais conducteur thermique, et il augmente de ce fait le temps mort du procédé. Un thermostat d'applique se place sur le tuyau, l'élément sensible repose sur l'acier, et un cerclage en ferraille tient le capteur sur le tuyau. L'intérêt du thermostat d'applique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer un doigt de gant dans la tuyauterie. L'inconvénient, c'est que ça augmente le temps mort du procédé, et ça rendra la régulation moins performante et plus difficile. Pour optimiser la conduite thermique, on rajoute une pâte thermique entre le capteur et le tuyau, comme pour les PC, lorsque l'on pose le ventilateur sur le processeur, on met de la pâte thermique qui favorise la conductivité thermique. Donc le temps mort du procédé est utilisé en régulation, dont la régulation PID. Le temps mort du procédé, c'est le temps que mettra l'élément sensible à réagir à la chaleur après un changement de consigne du brûleur. Dans la famille des stats, il y a aussi les débits stats, appelés aussi flow switch, qui en anglais veut dire interrupteur de débit. Donc qui détecte un débit. Le pressostat qui détecte un seuil de pression. Il ne faut surtout pas les confondre avec les sondes, comme les sondes PT100, PT1000, ENI1000, thermistan CTP, qui mesurent des températures et pas un seuil, ou le débitmètre qui mesure un débit à la différence d'un débitstat ou un flow switch qui détecte un débit. D'un point de vue électrique, un stat, aquastat, thermostat, débitstat, c'est un contact NO/C qui bascule de 0 vers 1. Donc lorsqu'on a un contact NO/C, on appelle ça aussi un contact inverseur. C'est un contact NO/NC. Donc NO c'est normally open, NC c'est normally closed. Donc en anglais normalement ouvert, NO et NC normalement fermé. Qui bascule de 0 vers 1 lorsque la consigne réglée est atteinte. Alors que pour une sonde, il faut la brancher sur un transmetteur ou directement sur un régulateur. Là on est dans le domaine de l'instrumentation. Cette sonde, par le biais d'un transmetteur ou du régulateur, va avoir en sortie un signal analogique en 0,10 volts ou 420 mA. Et va donc pouvoir donner la température réelle pour une sonde de température, un débit réel pour un débitmètre. Vous pouvez regarder la vidéo sur le Kono C100 et le régulateur PID KS40 de PMA. Il mesure en réel la température de l'eau en sortie chaudière grâce à sa sonde PT100 qui est placée dans un doigt de gant. Sur un schéma électrique, les contacts sont toujours représentés au repos, donc si vous regardez le schéma électrique, vous verrez que dans un aquastat, il y a un contact NO et NC. Ces deux contacts sont reliés mécaniquement. Un aquastat a un bulbe qui est dans un doigt de gant qui est lui-même dans la tuyauterie. Ce doigt de gant est en contact avec le fluide caloporteur et il protège le bulbe des agressions du fluide caloporteur. Dans le cadre de la maintenance, il permet de changer l'appareil sans vider la tuyauterie, donc en fonctionnement, des pompes de circulation et de charge. Le produit qui est à l'intérieur du bulbe se dilate avec la chaleur et pousse le contact qui bascule de 0 à 1. Ce qui veut dire que le NC s'ouvre et le NO se ferme, car les deux contacts sont reliés mécaniquement. Cette bascule est réglable, c'est ce que l'on appelle la consigne. Il suffit de tourner le bouton de consigne à la valeur désirée. Dans un aquastat, lorsque le contact NC est fermé, passant, la puissance au brûleur est demandée. L'aquastat est en demande, la température de consigne n'est pas atteinte. Lorsque le contact NC est ouvert, donc non passant, la puissance au brûleur n'est pas demandée, l'aquastat n'est pas en demande, la température de consigne est atteinte. 2.2. L'aquastat limiteur. L'aquastat limiteur porte bien son nom, il limite. C'est lui qui fait démarrer le brûleur et c'est lui qui l'arrête lorsque la consigne de l'aquastat limiteur est atteinte, que ce soit pour un brûleur modulant AGP, air gaz proportionnel ou 2 allures. La consigne de l'aquastat limiteur est supérieure à la consigne de l'aquastat de régulation. Exemple 70 degrés pour la consigne de l'aquastat limiteur et 60 degrés pour la consigne de l'aquastat de régulation. L'aquastat limiteur est branché entre T1 et T2. Lorsque le brûleur est en marche, bouton sur On, est donc prêt à fonctionner, il y a un potentiel 230 volts entre neutre et T1. Si la température de consigne n'est pas atteinte, le contact NC de l'aquastat limiteur est passant et il y a un retour sur la borne T2 qui lance la séquence de démarrage du brûleur. Bien sûr, si le mini-gaz est passant. Lorsque la consigne est atteinte, le NC s'ouvre.
le brûleur se coupe et se met en attente de redémarrage. Pour un brûleur gaz, le manostat mini-gaz est branché en série dans la ligne entre T2 et la bande du coffret de sécurité qui lance la séquence de démarrage. Si la pression de gaz descend sous la consigne du manostat mini-gaz, le mini-gaz arrête le brûleur et le met en attente. 2.3. L'aquastat de régulation. L'aquastat de régulation, lui aussi il porte bien son nom, il régule. C'est lui qui active ou désactive la deuxième allure du brûleur dans un brûleur 2 allures. L'aquastat de régulation est branché entre T6, T7, T8. T6 est le commun, c'est-à-dire que lorsque le brûleur a fait sa séquence de démarrage, il passe en première allure, et au bout d'un certain temps, il autorise la possibilité de passer en deuxième allure. À ce moment-là, je dois avoir un potentiel 230 volts entre neutre et T6. Comme je l'ai dit, dans un aquastat, il y a deux contacts, un NO et un NC, appelé aussi contact inverseur, reliés entre eux. T6 étant le commun, T7 est le retour du NO, et T8 est le retour du NC. Donc j'ai deux possibilités. Le NC, lorsqu'il est passant, envoie un potentiel 230 volts. Je rappelle que si le NC est passant, cela signifie que la consigne de l'aquastat de régulation n'est pas atteinte, tout en sachant que le brûleur est en fonctionnement et en première allure. Cela signifie que la puissance calorifique de la première allure n'est pas suffisante, donc la deuxième allure est demandée. Le retour du NC est au potentiel 230 et va vers la borne T8. La borne T8 positionne le servomoteur du brûleur en deuxième allure, ou pour un modulant et un AGP, ouvre le servomoteur et donc augmente la puissance calorifique. Lorsque la consigne est atteinte, le NC s'ouvre. J'ai toujours 230 volts entre neutre et T6, par contre j'ai 0 volts entre neutre et T8. Le NO se ferme et j'ai donc un potentiel 230 volts entre neutre et T7. Sur un brûleur modulant, la bande T7, lorsqu'il y a un retour 230 volts, ferme le servomoteur, ce qui a pour effet de diminuer la puissance calorifique du brûleur. Sur un modulant et AGP, la bande T7, lorsqu'il y a un potentiel 230 volts entre neutre et T7, ferme le servomoteur jusqu'à la puissance minimum. Il faut savoir que sur un brûleur progressif 2 allures, souvent la bande T7 n'est pas branchée, car elle ne sert à rien parce que lorsque le potentiel 230 volts est coupé sur T8, le brûleur revient automatiquement sur la cam de première allure, comme sur le RS38, brûleur à clapet 2 allures. Par contre, pour le C28, qui est un brûleur 2 allures à 2 électrovannes gaz, il faut brancher T7. Donc quand je dis 2 électrovannes gaz, c'est une électrovanne gaz pour la première allure et une autre électrovanne gaz pour la deuxième allure, sachant qu'il y a toujours l'électrovanne de sécurité que je ne compte pas. Ce qui veut dire que si vous avez une chaudière équipée d'un brûleur progressif 2 allures et que vous mettez un brûleur progressif modulant à la place contrôlée par un aquastat de régulation, vous aurez une surprise. L'aquastat de régulation, lorsqu'il aura atteint sa température de consigne, vous vous attendrez à ce que le brûleur passe en première allure. Eh bien non, il restera à sa puissance maximum et c'est l'aquastat limiteur qui coupera le brûleur. Donc dans ce cas-là, la régulation n'est pas top. Moi-même, je me suis fait avoir sur la chaudière Guillot, que j'ai présenté dans les premiers articles. L'aquastat de régulation est sur le panneau frontal de la chaudière avec son contact NO qui va vers la borne T7 de la prise européenne qui n'était pas raccordée. Il suffit de le raccorder et le fonctionnement devient correct. 2.4. L'aquastat de sécurité. L'aquastat de sécurité, lui aussi, il porte bien son nom. Il sert en dernier recours avant que les soupapes de sécurité crachent. Si l'aquastat limiteur ne fonctionne plus, c'est lui qui coupe le brûleur. L'aquastat de sécurité est à réarmement manuel. S'il déclenche, il faut qu'un technicien de maintenance des équipements thermiques se dépasse pour contrôler pourquoi il a déclenché et le réarmer. Et il est souvent réglé à 105 degrés. Sur les chaudières de moyenne puissance supérieure à 110 kW, la température d'eau ne doit jamais atteindre les 110 degrés. C'est la réglementation qui l'impose car le circuit d'eau est pressurisé. Donc ça veut dire que la pression à l'intérieur est supérieure à la pression atmosphérique. Car au-delà de cette température, l'eau va pouvoir se transformer en vapeur, suivant la relation pression-température de l'eau. Ça veut dire qu'à chaque pression exercée sur l'eau correspond à une température pour son changement d'état en vapeur. Par exemple, tout le monde le sait qu'à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 0 bar relatif, la température de changement d'état de l'eau en vapeur est de 100 degrés Celsius. Au-delà de 0 bar relatif, la température augmente.
Ça signifie qu'à 100 degrés, l'eau est toujours liquide. Et le changement d'état se fera peut-être à 115 degrés. Pour avoir des valeurs exactes, voir la table de pression saturante de la vapeur d'eau. Lorsque l'eau change d'état et se retrouve à l'état de vapeur, donc en gaz, la pression dans le circuit va monter, car le circuit est fermé. C'est pour ça qu'il y a deux soupapes de sécurité qui sont tarées à une certaine valeur en bas pour faire échapper cette vapeur. Sur la chaudière, car sinon la pression dans le circuit monte jusqu'à la rupture d'un élément, jusqu'à l'explosion. 2.5. La sécurité positive. L'aquastat limiteur et l'aquastat de sécurité fonctionnent en sécurité positive. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité positive dans un schéma électrique? Ça signifie qu'en fonctionnement, si vous débranchez pour l'aquastat limiteur le fil de la borne T1 ou T2, le brûleur va s'arrêter. Pour l'aquastat de sécurité, si vous débranchez un fil, le brûleur s'arrête. En d'autres termes, tant que j'ai le signal, je fonctionne. Dès que je perds le signal, je m'arrête. 2.6. Les autres fonctions de la prise européenne du brûleur. La prise européenne, c'est 8 bornes, 8 fils. T1, T2, S3, B4, B5, T6, T7, T8. Donc on peut retenir que T c'est la température, S c'est la signalisation, B, on peut retenir le B comme bobine, bobine pour le compteur, bobine pour le compteur. Il faut la retenir par cœur, car le diagnostic de panne passe d'abord par la fiche, car comme nous l'avons vu, beaucoup des informations essentielles passent par là. Nous avons vu T1, T2 sur lesquels est branché l'aquastat limiteur et T6, T7, T8 sur lesquels est branché l'aquastat de régulation. Il reste à voir S3, B4, B5. 2.6.1. La borne S3. La borne S3 est le retour d'information du coffret de sécurité lorsqu'il est en défaut. Par exemple, pour un défaut flamme, le coffret de sécurité enverra un retour 230 volts sur S3, ce qui signifie que si je fais neutre S3, avec mon voltmètre, j'aurai une tension de 230 volts. Le retour de la borne S3 peut alimenter un voyant de signalisation de défaut ou un retour vers une GTC, gestion technique centralisée, une GTB, gestion technique du bâtiment ou un automate pour une supervision industrielle. 2.6.2. La borne B4. La borne B4 est le retour d'information qui indique que le brûleur est en fonctionnement. Ce retour se branche sur un compteur horaire ou un automate pour comptabiliser la totalité des heures de fonctionnement du brûleur. Entre neutre et B4, j'aurai 230 volts en fonctionnement. 2.6.3. La borne B5. La borne B5 est le retour d'information qui indique que le brûleur est en deuxième allure. Ce retour se branche sur un compteur horaire ou un automate pour comptabiliser le nombre d'heures de fonctionnement au débit nominal, c'est-à-dire en deuxième allure. La borne B5 n'est pas utilisée sur un brûleur modulant et AGP. 2.7.1. Schéma électrique d'un brûleur gaz 1 allure. Donc là, on voit notre fiche européenne. Donc L, neutre. On voit ici l'aquastat de sécurité, le fusible qui protège le coffret de sécurité et qui protège aussi le brûleur, parce qu'on voit que c'est un moteur monophasé ici et qui est alimenté par le coffret de sécurité en 7. On voit T1, T2. Donc là on voit l'aquastat de limitation, l'aquastat limiteur. Donc là il y a marqué TL pour thermostat limiteur. Sûrement que à la base, comme c'est un petit brûleur celui-là, ils avaient sûrement prévu de mettre des thermostats d'applique. Donc lorsqu'on voit T1 où est-ce qu'il va là, voilà, il passe par là, et on voit qu'il passe par là, en A. Donc là ici, c'est le manostadaire. Là on voit K1 c'est le contact de ce contacteur K1. Donc le courant sort en T2. De T2 on voit sur la fiche, donc ça c'est la fiche. Donc ça c'est une fiche complète. Donc ici là on a le mini gaz et ici on a le multiple gaz. Donc on arrive en 1, on sort en 3 et on va directement sur la borne 9 du coffret sécurité RMG 88. C'est cette borne 9, lorsqu'il y aura un retour en 230 volts, qui autorisera le départ du brûleur. Donc on remarque que sur ce schéma, il n'y a pas de T6, T7, T8. Donc le schéma n'est pas complet, il y a un autre folio
où il y a le servomoteur, mais il n'y a pas de T6, T7, T8. Donc là, on peut en déduire que c'est un brûleur, une allure. C'est un brûleur tout ou rien. 2C2, schéma électrique de brûleur gaz, 2 allures, progressif ou modulant. Donc là, on peut voir le folio qui concerne le coffret de sécurité, donc c'est le RS44M, et le folio qui concerne le servomoteur. Donc ça, c'est des schémas que j'ai trouvés sur le site de Riello France. Riello met à libre disposition plusieurs docs techniques sur différents brûleurs. Bon, elles y sont pas toutes, mais il y en a quelques-unes. Donc, là, je cherche. Donc là, on voit ma bande T1, T2, L1 neutre, donc toujours pareil. Hein. La cossade de sécurité est sur la ligne L1. T1, donc ça, c'est mon alim qui vient d'en haut, là. Ça, c'est un interrupteur. Ça, c'est mon Aquasta limiteur. Je reviens en T2. Donc si on suit le fil, on change de folio. Bon, après, là, on a T6, T7, T8. Donc là, on voit bien T6, c'est le commun. Je reviens en T8. T8, donc NC T8, c'est la demande de la puissance. Donc là, pareil, je vais de l'autre côté, donc c'est au niveau du servomoteur. Là, j'arrive à un interrupteur plus, moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, déjà, quand on voit ça, on sait que c'est un brûleur modulant. Parce que lorsqu'on passe ici en manuel, c'est-à-dire on active cette ligne-là, on arrive sur la bande 14. Donc lorsqu'on est en manuel, si je mets plus, et bien en 14, le retour fait que le servomoteur va s'ouvrir. Et si je fais moins, donc là je sais pas par où ça passe, hein, et bien le servomoteur du brûleur se fermera. D'où l'interrupteur plus moins et le bouton auto-manu. Donc la position manuelle sert justement pour faire la combustion du mouleur. Donc là j'ai PGM, donc ça c'est mon Pressostagaz Maxi, qui est pas forcément câblé sur les petits brûleurs, hein. On peut mettre un pont là. Par contre le Manostagaz Mini, lui il est toujours câblé. Là on voit le multi-bloc gaz. Donc vous voyez le schéma, il est relativement complexe et difficilement lisible, là, justement à cause de tous ces fils qui partent sur la droite. Donc voilà la deuxième partie du schéma. Donc tous ces renvois de folio, là, tous ces fils arrivent à cette prise là, c'est-à-dire c'est le bornier du servomoteur. Donc vous pouvez voir que le schéma est relativement complexe et difficilement lisible, quoi. Et ça on le verra ultérieurement. Grand 3, le dépannage du brûleur avec la prise européenne. 3.1, le contrôle de polarité phase neutre et le contrôle note terre. Donc 3.1.1, le contrôle de polarité phase neutre. Lorsqu'un brûleur ne fonctionne pas au mal, la première chose à contrôler c'est la polarité phase neutre. Il faut savoir que sur un coffret de sécurité, la phase qui correspond à la borne L de la fiche européenne doit absolument être sur L et le nœud doit être sur la borne N. Pourquoi ? On peut se le demander parce que l'on est en alternative. Si on inverse les fils phase neutre, ça devrait marcher. Et bien en réalité, ça peut marcher mais mal. C'est-à-dire qu'il y aura des défauts flammes intempestifs et le brûleur se mettra en sécurité. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de la sonde de ionisation impose ce branchement, la phase dans la bande de phase et le neutre dans la bande du neutre. Vous pouvez voir toute la série de vidéos que j'ai fait sur la sonde de ionisation, voir la playlist sonde de ionisation inversement de polarité et aussi la playlist sonde de ionisation observation. Lorsque l'on inverse la phase et le neutre, le courant de ionisation devient anormalement faible malgré la flamme. Et pourquoi ce phénomène ? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, je suis preneur de la réponse. Si lorsque je fais N et L1 avec mon voltmètre sur la prise européenne et que je trouve 0 volt, je peux en déduire que l'interrupteur de la chaudière est peut-être sur off, la cossade de sécurité peut être enclenchée, le fusible de la chaudière, s'il y en a un, peut être grillé, le disjoncteur de la chaudière peut être trompé. 3.1.2, le contrôle note-terre. Lorsque vous mesurez la tension entre neutre et terre, vous devez avoir 0 volt. Si vous avez
une tension, il se produit le même phénomène qu'avec l'inversion phase neutre. La sonde d'ionisation détecte mal le courant de ionisation qui passe dans la flamme. Il faut savoir que une tension alternative est envoyée dans la sonde d'ionisation qui traverse la flamme. Cette tension traverse la flamme car la flamme libère des ions, ce qui permet au courant de circuler vers la tête du brûleur qui est reliée à la masse. La flamme a un effet redresseur sur la tension, c'est pour cela que l'on doit mettre son testeur en courant continu et sur le calibre microampères, et on peut mesurer quelques dizaines de microampères. Tout dépend de la puissance du brûleur et de la taille de la flamme. Donc pourquoi la flamme redresse le courant de ionisation? Je ne sais pas. C'est peut-être à cause de la différence de surface qu'il y a entre la sonde, petite surface conductrice, et la tête du brûleur, grande surface conductrice. Si quelqu'un sait, je suis preneur de la réponse. Lorsque vous êtes en régime de terre TT, donc ça c'est les schémas de liaison à la terre. Lorsque vous êtes en régime de terre TT, coupure au premier défaut, bâtiment tertiaire, vous avez 0 V entre la phase et la terre. Par contre, lorsque vous êtes en régime de terre IT, coupure au deuxième défaut, donc c'est un régime qu'on trouve dans les usines et les hôpitaux, vous avez souvent une tension entre la phase et la terre de quelques volts à quelques dizaines de volts. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre un transformateur d'isolement 230 volts, 230 volts. À quoi ça sert de mettre un transformateur 230 volts au primaire qui sort 230 volts au secondaire? Eh bien, ça sert à créer un nouveau régime de neutre au secondaire qui sera TT, alors qu'au primaire, le régime de terre est toujours IT. 3.2, T1 et T2. Si mon brûleur ne fonctionne pas, je fais avec mon voltmètre une mesure neutre et T1. Je dois avoir 230 volts entre les deux. Sinon, je peux en déduire que si le coffret de sécurité n'est pas en défaut, voyant du coffret éteint ou voyant allumé en vert, suivant le type de coffret, je peux en déduire que le coffret de sécurité n'a pas de retour d'information, que le servo moteur est à sa position initiale. Donc tout ça, bien sûr, ça dépend du modèle de coffret de sécurité. Le fusible du coffret de sécurité peut être rayé. Je fais une mesure entre neutre et T2, je dois avoir 230 volts, sinon je peux en déduire que l'accostal limiteur n'est pas en demande. Le manostat mini-gaz est ouvert pour un brûleur gaz. Tout dépend aussi où est-ce qu'est passé le manostat mini-gaz sur la ligne T1-T2. Et le retour de T2 qui va sur la borne du coffret de sécurité qui active la séquence de démarrage du brûleur. Grand 4. Différence des câblages entre un brûleur modulant et un brûleur 2 allures sur la prise européenne. Donc dans les brûleurs modulants, j'intègre aussi le brûleur progressif modulant et le brûleur AGP. Donc la prise européenne marche avec ces deux types de brûleurs. Vous avez remarqué que cette prise est scindée en deux blocs distincts. Il y a un premier bloc avec T1, T2, S3, B4 et un deuxième bloc avec B5, T6, T7, T8. Le deuxième bloc permet de contrôler la deuxième allure avec un brûleur 2 allures. Le deuxième bloc permet de contrôler la deuxième allure avec un brûleur 2 allures. Si vous débranchez cette prise, le brûleur pourra toujours démarrer et fonctionner, mais il restera bloqué en première allure. On le verra dans l'article checklist avant le démarrage du brûleur. Il faut débrancher cette prise pour que le brûleur reste gentiment en puissance de première allure pour pouvoir effectuer certains contrôles. Lorsque vous avez un brûleur progressif modulant ou AGP avec un régulateur PID, donc voir vidéo C100 et KS40, il suffit de débrancher la prise de la chaudière T6, T7, T8 du brûleur pour y mettre à la place la prise du régulateur. Donc voici le régulateur KS40. Donc actuellement il n'existe plus. Il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est le KS40.1. Donc en façade, on a deux voyants. Donc le voyant en haut à gauche, ils appellent ça chauffage. Et le voyant à droite, c'est le refroidissement. Donc pour un brûleur, le chauffage, ça veut dire demande de puissance. Ça veut dire que quand ce voyant sera allumé, il activera un relais qui est ici, qui activera ce relais et qui ouvrira le servomoteur. Alors que ce voyant-là, refroidissement, donc refroidissement, refroidir, parce que bon, ce régulateur-là, c'est un régulateur industriel qui peut marcher pour un brûleur gaz, fuel, mais c'est un brûleur qui peut marcher aussi pour un procédé industriel.
Donc ce voyant là sera allumé, ça sera ce relais là, refroidissement qui sera fermé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le servomoteur du bouleur se fermera. Donc là on a le X, ça sera la température mesurée de la sonde qu'il y a dans le doigt de gant, parce que bon, un régulateur ça marche plus avec un thermostat ou un aquastat, ça marche avec une sonde. Donc dans ce cas là, on le voit ici là, on peut y brancher un thermocouple, on peut y brancher une PT100 de fil, 3 fils. W, ben, c'est la consigne de la boucle primaire qu'on aura choisie. Donc après ça c'est la touche de sélection, et puis ça c'est classique. La flèche en haut c'est pour augmenter la valeur, la flèche en bas c'est pour diminuer la valeur. Donc la touche de sélection c'est le menu. Il faut savoir aussi que ces régulateurs là sont protégés, soit par mot de passe, ou par des switches qui sont cachés à l'intérieur du régulateur. Donc quoi qu'il arrive, pour pouvoir toucher à ce genre de régulateur, il faut absolument la documentation technique du constructeur. Donc ça c'est pour Adil, qui m'a demandé comment est-ce qu'on branchait un régulateur sur un brûleur, alors que le brûleur fonctionnait avant avec un aquastat de régulation. Donc c'est pas compliqué, hein. Il faut visualiser la fiche T6, T7, T8. Donc la borne 22 et 20 c'est le commun T6. Donc on voit la borne 22 qui est ici et la borne 20. Donc comment est-ce que je fais pour remplacer un aquastat de régulation par un régulateur PID, le câblage? Donc c'est pas dur, déjà il faut que je me procure une fiche européenne mâle T6, T7, T8 que je brancherai dans la prise femelle du bouleur. Donc de cette prise européenne mâle T6, T7, T8, j'y sors 3 fils, dont un fil qui sera T6 que je vais brancher sur la borne 22. Et de la borne 22, je vais faire un pont en 20. Donc la borne 22 et 20, c'est le commun T6. Après, je vais mettre un fil qui va sortir de ma borne 21 jusqu'à la borne T7 de ma fiche européenne mâle. Donc, c'est logique que ce soit T7 en 21, parce que justement, ce relais-là, lorsqu'il sera activé, ça sera pour diminuer la puissance du brûleur. Sur la borne 19, je mettrai un fil qui ira à la borne T8 de ma fiche européenne. Ce relais-là, lorsqu'il sera activé, donnera pour information à mon servomoteur de s'ouvrir. Donc, la bande 21 qui sera branchée en T7 ferme le servomoteur et donc diminue la puissance. La bande 19 et le retour T8 ouvre le servomoteur et donc augmente la puissance. Donc c'est pas compliqué, je prends 3 fils électriques que je branche sur une prise, B5, T6, T7, T8, et cette prise, je la branche sur le brûleur. Bon là, B5, bien sûr, je ne le branche pas, il n'y a pas de compteur. Le branchement électrique est simple. Là où ça se complique, c'est pour paramétrer le régulateur. Il existe 3 méthodes. L'autotune, c'est le régulateur qui fait l'identification du procédé lui-même et qui en déduit les valeurs de réglage. Donc des fois, ça donne des résultats aléatoires, et des fois, l'autotune ne se valide pas. Si vous regardez ma vidéo sur le C100 et le KS40, vous verrez que je le dis que je galère pour avoir un autotune valide. L'identification manuelle du procédé. Avec un enregistreur, on identifie la réaction du procédé suite à un échelon, ce qui permet de trouver le GS, le gain statique du procédé, qui permet de déterminer la valeur P, donc c'est le proportionnel, de trouver la constante de temps du procédé, qui permet de calculer le temps d'intégration, donc c'est le I. Donc là on a un PI déjà, et de trouver le temps mort du procédé, qui permet de calculer la dérivée, c'est le D. Donc voilà la méthode pour calculer un PID. Et après il y a la méthode empirique. Donc c'est la méthode de terrain que les instrumentistes utilisent souvent pour paramétrer leur régulateur rapidement. Donc l'intérêt de cette méthode là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enregistreur et il n'y a pas besoin d'utiliser l'autotune. Donc pour comprendre l'instrumentation et la régulation et pour être capable de la mettre en œuvre, j'ai fait une formation de 3 mois à l'AFPA de Pau, une formation très intense, le CCS
étudier la réalisation et assurer la maintenance de l'instrumentation, régulation de procédés industriels continus. Voilà, la régulation est un vaste sujet comme le génie climatique. Je ferai des articles sur ce sujet appliqué au génie climatique car dans la formation de Pau, on ne voit que l'instrumentation et la régulation appliquée à l'industrie. Dans l'industrie, le 0,10 volt, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que le 420 mA. Grand 5, conclusion. La piste européenne est un élément essentiel à comprendre et à maîtriser. Je dirais qu'à la louche, 80% des pannes peuvent en être déduites. Moi-même, le jour de l'examen de la formation de TEMET, en octobre 2010 à l'AFPA de l'Ardèche sur les pannes brûleurs gaz, j'avais le brûleur cessant de Queneau avec le LFL1 qui ne démarrait pas du tout et le coffret de sécurité n'était pas en défaut, lampe jaune éteinte. J'ai fait une mesure phase neutre, je trouve 230 volts. Je fais une mesure note T1, je trouve 230 volts. Je fais une mesure neutre T2, je trouve 230 volts. Donc là, d'après le fonctionnement de base d'un brûleur, je sais que l'aquastat limiteur de brûleur est en demande et donc le brûleur doit démarrer, car il n'est pas en sécurité, mais il ne démarre pas. Dans ce cas-là, il n'y a que deux pannes possibles. Le coffret de sécurité HS, donc hors service, ou le servomoteur qui n'est pas sa position initiale de départ. C'est-à-dire que le servomoteur ne renvoie pas l'information au coffret de sécurité qu'il est à sa position initiale de départ. Donc malheureusement avec le stress de l'examen, j'ai fait une fixation sur le coffret de sécurité qui était pour moi hors service. Et j'ai donc demandé à l'examinateur un nouveau coffret de sécurité pour valider l'hypothèse. L'examinateur me dit que ce n'est pas ça et ne me donne pas un nouveau coffret de sécurité, ce qui m'a mis un bon coup de stress. Et moi entre-temps, j'avais complètement zappé le servomoteur. Donc au bout d'une demi-heure à tourner en rond sur le brûleur, le stress fait faire pas mal de conneries. Je suis revenu aux fondamentaux. J'aurais dû contrôler en premier l'hypothèse du servomoteur. Et c'était bien ça, le servomoteur n'était pas à sa position initiale, et le coffret de sécurité attendait le retour d'information. Logique. Il était débrayé et placé à quelques degrés au-dessus de 0 degré, angulaire d'ouverture du clapet d'air. Donc 0 degré égale fermé, 90 degrés égale 100% ouvert. Une panne toute simple. J'ai oublié de dire aussi que j'avais fait donc une mesure entre le neutre et le mini-gaz. Car bien sûr, si la canalisation gaz est vide, si le manostat gaz du mini-gaz n'est pas passant, s'il n'a pas la bonne pression, bien sûr le brûleur ne démarre pas. Donc ça j'avais contrôlé, c'était bon. Donc voilà, si ce document vous a apporté quelque chose d'utile, vous pouvez apporter votre soutien par un don PayPal, quel que soit le montant. Ou si vous avez des corrections à me soumettre, vous pouvez aussi poster un commentaire. N'hésitez pas à apporter des précisions si vous voyez que j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à voter pour la vidéo. Donc cliquez sur le pouce vert en bas à gauche ou à droite de la vidéo. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du blog e-génieclimatique.com. A bientôt.